J'ai reçu également, mes chers collègues, de Madame Valérie Rabault et des membres du groupe socialiste et apparentés, une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. Motion de renvoi en commission concernant le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. C'est une motion qui est présentée par Madame la Présidente Valérie Rabault. Vous avez la parole pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Madame la garde des Sceaux, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs le rapporteur, mes chers collègues, la 10e vague du sondage Cevipof, qui est menée depuis 10 ans sur nos institutions, est édifiante et révélatrice de la défiance qui s'installe entre les Français et la classe politique. Je ne vous apprendrai rien. Mais ce qui est très révélateur aussi est que de tous les services publics, celui qui recueille le moins de confiance de la part des Français est la justice. Seules les banques, les syndicats et les partis politiques recueillent moins de confiance que la justice, c'est dire. Alors, Madame la garde des Sceaux, si de tous les services publics que compte notre pays, la justice est celui qui recueille le moins de confiance, c'est bien qu'il y a des raisons. Dès lors, la seule question qui devrait conduire votre action est la suivante. Votre réforme de la justice va-t-elle, oui ou non, conduire à réduire la défiance que les Français nourrissent à l'égard de la justice? Les députés du groupe socialiste et moi-même craignons que la réponse soit négative et je vais prendre quelques exemples pour l'illustrer. Tout d'abord, il me semble important de relever les nombreuses oppositions qui se sont manifestées contre votre texte. Le défenseur des droits est contre, les avocats sont contre, les magistrats sont contre, les greffiers sont contre, la Commission nationale consultative des droits de l'homme est contre. Si autant d'institutions sont contre votre texte, c'est bien qu'il y a des raisons et elles ne sauraient, Madame la garde des Sceaux, être purement corporatistes. Permettez-moi de commencer avec quelques exemples qui peuvent concerner la vie de tous nos concitoyens. Prenons l'exemple de la pension alimentaire versée en cas de divorce par l'un des parents aux parents qui a la garde des enfants. Aujourd'hui, seul le juge aux affaires familiales est habilité à gérer une demande de révision du montant de la pension. Demain, si votre réforme est adoptée, la caisse d'allocation familiale pourra modifier le montant de la pension alimentaire décidé par un juge. Ainsi, la révision fonctionnerait sur la base d'un barème national et non plus au cas par cas. Ainsi donc, le dispositif que vous souhaitez expérimenter ne permettra plus de prendre en compte la diversité des situations personnelles. Au contraire, nous pensons que dans cette justice du quotidien, chaque cas mérite une attention particulière. Ce que vous proposez est donc irresponsable, surtout quand on regarde les chiffres. Le juge fixe une pension alimentaire pour 82%, et je dis bien 82% des enfants concernés par le divorce de leurs parents. Vous voyez donc bien, Madame la garde des Sceaux, que votre réforme peut fragiliser un nombre considérable d'enfants. Deuxième exemple, la procédure de divorce contentieux. Vous proposez dans votre réforme de supprimer la phase de conciliation comme si cette phase ne servait à rien. Or, cette phase sert à deux choses. La première, signer le procès-verbal d'acceptation du divorce, c'est-à-dire tout simplement dire que l'on souhaite divorcer. Et la deuxième, fixer les mesures provisoires pour régir la vie du couple jusqu'au jugement. Ce n'est tout de même pas anodin. Aujourd'hui, il y a 130 000 divorces en France, dont la moitié sont des divorces par consentement mutuel, ce qui signifie que l'autre moitié des divorces entre dans le cadre de la procédure de divorce contentieux. Ainsi, vous privez 65 000 couples, je dis bien 65 000 couples, de la phase de conciliation. Vu l'enjeu et l'ampleur de ce chiffre, c'est irresponsable. Troisième exemple, qui montre que nos concitoyens voient la défense de leurs droits fragilisés par votre réforme. Prenons le cas d'un Français qui aurait été frauduleusement abusé par un commercial en assurance vie. Ça peut arriver, je crois que les uns et les autres, nous pouvons connaître des cas. Tout d'abord, votre texte retarde de 3 à 6 mois le délai laissé au procureur pour répondre à une plainte
avant que la victime ne puisse saisir le juge. C'est l'article 34. Ensuite, votre réforme permet au juge d'instruction de refuser, en le justifiant, l'ouverture d'une information, c'est-à-dire d'une enquête. Vous me répondrez, et j'entends déjà votre réponse, que vous avez prévu un garde-fou en faisant en sorte que la partie civile puisse toujours demander par voie de citation directe auprès du tribunal correctionnel à ce que de nouveaux éléments soient examinés. Je l'entends, mais les frais pour cette citation directe seront à la charge de la partie civile, alors qu'aujourd'hui, ils sont payés dans le cadre de l'instruction. Par ailleurs, l'instruction dispose de droits dont ne peut pas bénéficier la partie civile. Par exemple, supposons que l'enquête nécessite une demande de relevé bancaire, ce qui peut arriver dans le cas présent. Dans le cas actuel, le juge d'instruction ne peut se voir opposer le secret bancaire, alors que, bien entendu, un justiciable se verra, et c'est bien normal, opposer ce même secret bancaire. Madame la garde des Sceaux, que répondez-vous à ce cas très concret? Pour notre part, nous dénonçons la possibilité que vous prévoyez d'interrompre une enquête en cours de la sorte. Nous avons par ailleurs déposé un amendement de repli qui vise à faire en sorte que le justiciable puisse, dans le cadre d'une citation directe, saisir le juge d'instruction pour lui transmettre la liste des informations nécessaires à sa défense et qui ne peuvent être obtenues autrement, c'est-à-dire sans passer par le juge. Ce qui, dans le fond, est le plus gênant, Madame la garde des Sceaux, c'est que d'un côté, le gouvernement dit vouloir lutter contre la délinquance financière, et de l'autre, il réduit les moyens de se défendre face à cette délinquance financière. Vous me direz, c'est peut-être là une traduction du « en même temps ». Mais le « en même temps » qui vise à faire le contraire de ce qu'on annonce est toujours très dangereux en matière de démocratie. Autre exemple du « en même temps » qui conduit à faire le contraire de ce qu'on annonce. Vous proposez de créer de manière expérimentale une cour criminelle départementale qui serait chargée, en premier ressort, des personnes majeures accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion non commis en récidive. De fait, si cette réforme était adoptée, cette mesure porterait atteinte à l'égalité des citoyens dès lors qu'elle introduirait une hiérarchisation des crimes selon qu'ils sont examinés d'un côté par la cour criminelle départementale ou de l'autre par la cour d'assises. C'est par exemple le cas des viols. Ces viols, qui sont passibles de 15 ans de prison, ne seront plus jugés avec votre réforme par la cour d'assises, mais par la cour criminelle départementale. Si actuellement les procès pour viol peuvent être correctionnalisés, c'est-à-dire requalifiés en délit, il faut pour cela l'accord de la victime. Or, avec votre réforme, il n'y aura plus besoin de l'accord de la victime. Avec cette expérimentation, Madame la garde des Sceaux, avec cette expérimentation, cela ne sera plus le cas. En outre, cette expérimentation tendrait à remettre en cause plusieurs principes essentiels de la procédure criminelle. La présence d'un jury populaire. La cour criminelle départementale sera uniquement composée de magistrats professionnels. Et surtout, ce qui est très important, c'est l'oralité des débats et le principe contradictoire qui permettent au jury populaire, devant lequel doivent être présentés les éléments de preuve et les moyens de défense, de se prononcer en toute connaissance de cause. En effet, l'exposé des motifs du présent projet de loi prévoit que les audiences de la Cour criminelle départementale, je le cite, se dérouleront avec un principe atténué d'oralité des débats. Madame la ministre, d'un côté, votre collègue du gouvernement, Marlène Schiappa, dit vouloir renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et de l'autre, vous prévoyez par cette réforme d'amoindrir la portée de la condamnation des viols. C'est purement inacceptable et scandaleux. De manière plus générale, le groupe socialiste défend un principe simple, celui de l'accès au service public de la justice. Et cet accès suppose au minimum le droit de rencontrer son juge lors d'une audience publique, même pour les litiges du quotidien. Or, avec votre réforme, cela ne sera plus possible pour des litiges jugés très simples qui relèvent de la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense par exemple aux contentieux de la consommation, qui sont peut-être minimes en termes de montant, mais quand même qui existent de manière certaine. Que feront aussi les millions de Français qui n'ont pas accès à Internet lorsque, du fait de cette loi, ils devront passer par une plateforme de conciliation en ligne, c'est par exemple l'article 2 et 3,
ou lorsque, du fait de cette loi, la procédure sera entièrement dématérialisée, c'est-à-dire sans audience. Enfin, l'accélération des procédures et l'amoindrissement des coûts du service public de la justice soulèvent néanmoins une série de questions liées à l'accès aux juges pour les plus démunis et à la disparition à terme d'un certain nombre de tribunaux d'instance. Il est vrai que votre texte ne porte pas de suppression de tribunal, mais son application devrait inévitablement l'y conduire. En rationalisant à l'extrême les procédures et l'organisation des tribunaux, en dématérialisant à marche forcée, vous allez certainement parvenir à rendre la justice plus rapide et moins coûteuse, mais elle sera sans doute moins juste. Et c'est bien cet équilibre-là que nous dénonçons. Ce projet que vous soumettez aujourd'hui est aussi un aveu d'échec, celui de la méthode et du dialogue. Alors que le président de la République lance en ce moment même le grand débat national, vous présentez un texte qui est tout sauf le fruit de la concertation ou du débat, ou alors d'un débat en cercle très restreint entre votre cabinet et quelques directeurs de services de la chancellerie. Le président de la République ne peut pas dire d'un côté que tous les débats sont ouverts et en même temps, je reviens toujours au « en même temps », vous laissez refermer celui du rôle de la justice de demain en catimini. Si le moment est à la redéfinition des politiques publiques et à une réflexion sur la place de l'État, le moment est aussi à celui du renvoi en commission de ce texte afin de lui donner une tournure nouvelle qui corresponde à ce que veulent réellement nos concitoyens. Le président de la République souligne à juste titre qu'il faut réfléchir à l'implantation des services publics sur nos territoires. Et que nous proposez-vous dans ce projet de loi? Tout simplement de réduire à terme leur présence. Le désir de justice qui se manifeste avec vigueur par la crise des Gilets jaunes n'est pas simplement un désir de justice sociale pour tous, il est aussi un désir de justice tout court et pour tous. Un désir ardent de ne plus se sentir méprisé. Et Madame la Ministre, on est méprisé quand on parle seulement à un ordinateur et plus à un juge. D'être pris en considération quel que soit son niveau de ressources et quel que soit l'endroit où l'on habite. Les perspectives que vous offrez là montrent bien que c'est tout l'inverse qui se profile. Une justice à deux vitesses, une rapide et avec des voies de recours supplémentaires pour les plus riches, une plus lente et moins efficace pour les plus pauvres. Une justice pour les habitants des grandes villes qui pourront aisément pousser la porte du juge, une justice pour les habitants des campagnes qui devront bientôt faire des heures de transport pour voir leur affaire jugée. Si les Français réclament avec vigueur l'oreille du gouvernement, il est peut-être temps de les écouter. Quand ce midi, avocats, magistrats, justiciables, défenseurs des droits fondamentaux se rassemblent pour protester contre cette réforme, quelle réponse leur apportez-vous? Rien du tout. Au manque criant de moyens de votre justice, vous répondez par un rationnement supplémentaire. Madame la garde des Sceaux, il n'est pas acceptable, et je voudrais en finir par ce point, en démocratie, de renoncer à sa responsabilité politique et à la déléguer au chef de juridiction. Pourtant, c'est ce que vous faites. Vous imposez au chef de juridiction de décider de la présence judiciaire sur le territoire. Or, cette décision relève de votre responsabilité et pas de celle des chefs de juridiction. Vous laissez donc à d'autres le soin de faire les basses besognes, c'est-à-dire cette réduction des tribunaux qui découle de la logique de votre texte. Députés de la Nation, nous sommes pleinement responsables et conscients de ce qui incombe aux politiques. Or, aujourd'hui, vous voulez nous imposer de déléguer cette décision à d'autres. Nous devons assumer les choix budgétaires. Nous devons assumer la présence sur le territoire français des tribunaux. Ce que vous nous proposez aujourd'hui est une forme d'hypocrisie, puisque vous fermez le banc et vous laissez à d'autres le soin de décider. C'est pour toutes ces raisons, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, que nous déposons cette motion de renvoi en commission. Nous déposons cette motion de renvoi en commission pour avoir les réponses aux questions auxquelles vous n'avez pas voulu répondre jusque-là. Nous déposons cette motion de renvoi en commission pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens, justiciables, magistrats, avocats, qui de nouveau ont défilé aujourd'hui place Saint-Michel à Paris, puissent être entendus. Ce n'est pas une logique corporatiste, c'est répondre à l'enquête du Cevipof qui dit que la justice est de tous les services publics, celui qui inspire le moins de confiance aux Français. Et je le répète, seules les banques, les syndicats et les partis politiques font moins bien. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente Rabault. Madame la Ministre, vous souhaitez dire un mot? Alors, le gouvernement n'intervient pas. Monsieur le rapporteur.